Je pouvais sentir le cœur de mes petits-enfants battre la chamade de l'autre côté de la porte. Pierre, âgé de seulement 7 ans, et Sophie, 5 ans, étaient là, si près de moi, mais séparés par cette barrière de bois que j'avais moi-même verrouillée. La sonnette retentissait sans cesse, un son strident qui perçait mes oreilles comme des aiguilles acérées. Et puis j'ai entendu sa voix, forte, moqueuse, pleine de venin. « Vieille folle, ouvre cette porte maintenant. Tes petits-enfants sont là, ils voient quel genre de grand-mère déséquilibrée tu es. » Les rires qui ont suivi étaient pires que les cris. Ma belle-fille Christine était devant ma propre maison, accompagnée de 2 amis que je connaissais à peine, transformant ce moment en une sorte de spectacle cruel. J'étais adossée à la porte, les mains tremblantes, sentant les larmes couler sur mon visage pendant que j'entendais les murmures confus des enfants. « Mamie est malade ?» a demandé Sophie de cette petite voix qui faisait toujours fondre mon cœur. « Ta grand-mère fait une crise, mon cœur ?» a répondu Christine avec une douceur feinte qui m'a donné la nausée. « Elle est très étrange ces derniers temps. Mais ne vous inquiétez pas, maman va s'occuper de vous. » J'ai serré la poignée de la porte si fort que mes ongles sont devenus blancs. Je ne pouvais pas ouvrir. Pas maintenant? Pas comme ça. Parce que si j'ouvrais cette porte à ce moment-là, tout serait perdu. 3 ans auparavant, lorsque mon fils Raphaël a amené Christine pour rencontrer la famille, j'ai voulu croire qu'il avait trouvé la bonne femme. Elle était belle, parlait bien, savait se comporter devant les gens. Elle avait un sourire parfait et une façon de parler qui semblait sincère. « Maman, elle est incroyable », m'a dit Raphaël ce soir-là, ses yeux brillants de cette passion de quelqu'un qui vient de tomber amoureux. Elle me comprend comme personne. J'ai souri, embrassé mon fils et donné ma bénédiction. Comment aurais-je pu savoir, à ce moment-là, que je donnais le bienvenu à quelqu'un qui transformerait ma vie en un enfer silencieux? Je suis Hélène, j'ai 72 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie à construire quelque chose de solide pour ma famille. J'ai été professeur de littérature pendant 35 ans dans une école publique du quartier. Je me levais à 5 heures du matin, préparais le café, m'occupais de la maison et trouvais encore l'énergie pour corriger des piles interminables de rédaction le soir. Mon mari, Antoine, est décédé il y a 8 ans d'une crise cardiaque soudaine. Je me souviens comme si c'était hier. Il était dans le jardin, s'occupant des rosiers qu'il aimait tant, quand il est simplement tombé. J'ai couru, crié au secours, mais quand l'ambulance est arrivée, c'était déjà trop tard. Je suis devenue veuve à 54 ans, avec une douleur dans la poitrine qui semblait ne jamais finir. Raphaël était mon fils unique, et après la mort de son père nous sommes devenus encore plus proches. Il était ma raison de continuer. Il travaillait comme ingénieur civil, avait construit une carrière solide, et j'étais fier de chacune de ses réussites. Quand il a rencontré Christine, j'ai pensé qu'il serait enfin vraiment heureux. Ils se sont mariés un samedi ensoleillé de printemps. La cérémonie était magnifique, simple mais élégante. Christine portait une robe blanche qui semblait sortir d'un magazine, et Raphaël ne la quittait pas des yeux. J'ai pleuré d'émotion, imaginant les petits-enfants qui viendraient, les fêtes de famille, les dimanches joyeux que nous aurions ensemble. Quel idiote j'ai été. Les premiers mois ont été tranquilles. Christine me rendait visite, apportait des gâteaux, nous parlions de recettes et de décorations. Elle semblait sincèrement intéressée à faire partie de la famille. Mais ensuite Pierre est né, et quelque chose a changé. Soudain mes visites ont commencé à déranger. « Hélène, je pense qu'il vaut mieux que tu appelles avant de venir », m'a dit Christine un jour, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'est que le bébé a une routine très précise, et tout changement l'agite. J'ai compris. Ou du moins j'ai essayé de comprendre. Après tout, elle était mère pour la première fois. Elle devait être stressée, débordée. J'ai commencé à appeler avant, à attendre le bon moment, à suivre les règles qu'elle créait. Mais les règles ne faisaient qu'augmenter. Je ne pouvais pas prendre le bébé dans mes bras sans demander la permission. Je ne pouvais pas lui donner à manger sans consulter la liste des aliments approuvés. Je ne pouvais pas choisir les vêtements que j'achetais moi-même pour lui offrir en cadeau. Chaque visite devenait un champ de mine, où je marchais sur des œufs, essayant de ne commettre aucune erreur qui me coûterait le droit de voir mon petit-fils. Quand Sophie est née 2 ans plus tard, la situation a empiré. Christine a commencé à faire des commentaires subtils sur mon ingérence. « Tu gâtes trop les enfants, Hélène. Comme ça, ils vont devenir mal élevés. Je pense que tu deviens trop vieille pour t'occuper d'eux toute seule. Et s'il arrivait quelque chose? Ma mère est plus jeune, plus au courant des techniques modernes d'éducation. Peut-être qu'il vaut mieux qu'elle garde les enfants quand nous en aurons besoin. » Chaque phrase était un coup de poignard déguisé en inquiétude. Et le pire de tout, c'est que Raphaël ne voyait rien, ou faisait semblant de ne pas voir. Quand j'essayais de lui parler du comportement de Christine, il trouvait toujours une excuse. « Maman, elle est fatiguée. Tu exagères. Christine t'adore. Je ne sais pas pourquoi tu penses ces choses. » J'ai commencé à me sentir invisible dans la vie de mon propre fils, mais j'ai continué à tenir bon parce que j'aimais ses enfants plus que tout. Pierre avait ma façon de froncer les sourcils quand il était concentré. Sophie avait les yeux du grand-père qu'elle n'avait jamais connu. Ils étaient mon but, ma joie, ma raison de me réveiller chaque matin. Alors je faisais tout ce que Christine ordonnait, j'avalais chaque humiliation, j'acceptais chaque règle absurde, juste pour ne pas perdre le droit d'être près de mes petits-enfants. C'était il y a 6 mois que la situation a explosé pour la première fois.
C'était l'anniversaire de Pierre, et j'avais préparé un gâteau spécial au chocolat, la recette de ma grand-mère, qu'il adorait. Je suis arrivé à la fête avec le gâteau décoré, une bougie en forme de petite voiture, excité de voir sa petite tête quand il verrait la surprise. Mais quand je suis entré dans le salon, Christine m'a intercepté avec un regard glacial. « Qu'est-ce que c'est que ce gâteau, Hélène ?» a-t-elle demandé, assez fort pour que tous les invités l'entendent. « C'est le gâteau d'anniversaire de Pierre. Je l'ai fait avec tout mon cœur. » Et je répondu, essayant de garder un ton léger. J'avais déjà commandé un gâteau professionnel, thématique, de son personnage préféré. Tu ne le savais pas? Mon cœur a coulé. Elle ne m'avait rien dit à propos d'un gâteau commandé. J'ai regardé autour de moi et vu les regards curieux des autres invités, tous attendant de voir ce qui allait se passer. Je ne savais pas, Christine. Désolé. Je peux laisser celui-ci pour qu'on le mange après. Et j'essayais de me reprendre. Ce n'est pas la peine. Je pense que nous avons déjà trop de nourriture. Tu peux le remporter. Le froid dans sa voix m'a glacé. J'ai senti mon visage brûler de honte. Raphaël était de l'autre côté de la salle, parlant avec des amis, inconscient de tout. Personne ne m'a défendu. Personne n'a dit un mot. Je suis parti de cette fête, en tenant mon gâteau, essayant de retenir mes larmes jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Cette nuit-là, j'ai pleuré tellement que je me suis réveillé avec les yeux gonflés. Mais le pire était encore à venir. Si vous suivez ce récit, et que vous avez vécu quelque chose de similaire, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, laissez votre soutien ici. Parfois, nous avons besoin de savoir que nous ne sommes pas seuls dans nos batailles silencieuses. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce qui est venu après a tout changé. Christine a commencé à inventer des histoires sur moi. De petits mensonges qui semblaient inoffensifs au début, mais qui ont grossi comme une boule de neige. Elle disait à Raphaël que j'avais appelé tard le soir en les dérangeant, alors qu'en réalité je n'avais pas appelé. Elle racontait que j'avais donné du chocolat aux enfants en cachette, contrairement à ses règles, ce que je n'avais jamais fait. Elle a inventé que j'avais critiqué sa façon d'élever les enfants devant d'autres mères de l'école, quelque chose d'absolument faux. Et Raphaël la croyait. Toujours. « Maman, tu dois respecter les limites », me disait-il, fatigué, comme si j'étais une enfant têtue qui refusait d'obéir. « Christine veut juste ce qu'il y a de mieux pour les enfants, et tu compliques tout. » J'essayais de m'expliquer. J'essayais de montrer que ces histoires étaient des mensonges, mais mes mots heurtaient un mur invisible. Mon fils, ce garçon que j'avais élevé, que j'avais consolé dans toutes ses peines, que j'avais soutenu dans chaque rêve, me voyait maintenant comme un problème à gérer. C'est alors que j'ai réalisé que Christine ne m'éloignait pas seulement de mes petits-enfants. Elle m'éloignait de mon propre fils. J'avais des amis dans la même situation. Marianne, une collègue de l'époque de l'école, vivait quelque chose de similaire. Sa belle-fille avait aussi créé un mur entre elle et ses petits-enfants. Toujours avec des excuses, toujours avec des justifications qui semblaient raisonnables en surface, mais qui cachaient une cruauté calculée. C'est une forme de contrôle, Hélène, m'a expliqué Marianne autour d'un café que nous avons pris ensemble. Elles se rendent compte qu'elles peuvent utiliser les enfants comme monnaie d'échange, comme forme de pouvoir. Et les fils souvent sont aveugles parce qu'ils ne veulent pas de conflit à la maison. Ces mots m'ont apporté un soulagement amer. Au moins je ne devenais pas folle. Au moins ce n'était pas entièrement de ma faute. Le jour où je me suis enfermée chez moi n'était pas prévu. C'était un pur instinct de survie. Christine avait appelé le matin, disant qu'elle avait besoin que je garde les enfants l'après-midi parce qu'elle avait un rendez-vous urgent. « Mais tu peux venir chez nous, n'est-ce pas? Ils sont habitués à leur environnement, et j'ai tout organisé. » J'ai accepté, même en sachant que c'était étrange. Christine n'aimait jamais que je reste chez elle seule. Mais je voulais tellement être avec mes petits-enfants que j'ai ignoré ce malaise dans ma poitrine. Quand je suis arrivé, elle sortait à la hâte. « Je reviens dans environ 3 heures. N'importe quoi, appelle-moi. » Ah, et Hélène, j'ai laissé des collations prêtes dans le frigo. Pas besoin de faire quoi que ce soit, juste de réchauffer au micro-ondes. Et elle est partie. Je suis resté avec Pierre et Sophie. Nous avons joué à la pâte à modeler, lu des histoires, dessiné. Ils étaient heureux, et je me sentais comblé. Mais ensuite Sophie a renversé du jus sur le tapis du salon. Ce n'était rien de grave, juste un accident courant d'enfant. J'ai nettoyé immédiatement, utilisé des produits qui étaient la même, et le tapis était propre. On ne pouvait même pas voir que quelque chose s'était passé. Mais quand Christine est revenue, quelques heures plus tard, elle a regardé ce tapis comme si j'avais commis un crime. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» a-t-elle demandé d'une voix tranchante. Sophie a renversé un peu de jus, sans faire exprès. Mais j'ai tout nettoyé, il n'y a pas de problème, et j'expliquais calmement. « Pas de problème ? Hélène, ce tapis est importé. Il a coûté une fortune. Et tu as utilisé un produit ordinaire dessus ? Tu as dû abîmer les fibres. » Elle exagérait absurdement. Le tapis était parfait. Mais ensuite j'ai remarqué quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas à propos du tapis. C'était pour avoir un motif. « Je suis vraiment désolé, Christine. Je ne savais pas qu'il était si délicat. Je peux payer s'il y a des dégâts. » Payer ? Tu crois que tu as l'argent pour payer un tapis comme ça ? Tu sais, Hélène, j'ai essayé d'être patiente avec toi, mais je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion sérieuse. Son ton a changé. Il est devenu encore plus froid, calculé. Tu es vieille, tes mains tremblent, tu oublies des choses. Tu n'es plus en état de t'occuper de jeunes enfants, et je ne peux pas risquer la sécurité de mes enfants par pitié pour toi. Chaque mot était une balle. Je suis resté paralysé, essayant de comprendre ce que j'entendais. Je n'ai jamais mis tes enfants en danger, Christine. Jamais. Ah non.
Et ce jour où tu as presque laissé Pierre seul près de la piscine, c'était un mensonge. Ça ne s'était jamais produit. Je ne laisserai jamais un enfant seul près d'une piscine. Ce n'est pas vrai. Ma voix est sortie tremblante. Tu inventes. J'invente. Ou tu es trop vieille pour te souvenir. Tu vois, Hélène, c'est exactement de ça que je parle. Tu n'as plus la capacité de t'occuper d'eux, et je vais devoir parler avec Raphaël pour limiter tes visites. Je suis sorti de cette maison les jambes flageolantes. Je n'ai même pas pu dire correctement au revoir aux enfants. J'ai conduit jusqu'à chez moi en pilote automatique, je suis entré, j'ai verrouillé la porte et je me suis effondré sur le sol du salon, pleurant comme je n'avais pas pleuré depuis qu'Antoine était mort. Ce soir-là, Raphaël m'a appelé. Mais ce n'était pas pour me consoler, c'était pour me réprimander. Maman, Christine m'a raconté ce qui s'est passé. Tu ne peux vraiment plus être aussi négligente. Ce tapis était important pour elle. Mon fils, c'était un accident. Sophie a renversé du jus, j'ai nettoyé. C'est naturel, ce sont des enfants. Mais tu aurais dû faire plus attention, maman. Et autre chose, Christine a mentionné que tu es très distraite ces derniers temps. Je pense qu'il est temps que tu fasses des examens. C'est peut-être lié à l'âge. Mon monde s'est effondré à ce moment-là. Mon fils me traitait comme si j'étais sénile, incapable, un fardeau, et tout à cause des mensonges que cette femme plantait dans sa tête. C'est alors que j'ai commencé à comprendre sa stratégie. Christine construisait un récit. Elle voulait me dépeindre comme une vieille femme déséquilibrée, distraite, dangereuse même, pour justifier mon éloignement total de la vie des enfants. Et ça marchait. Dans les jours suivants, elle a intensifié les attaques. Elle postait des photos sur les réseaux sociaux avec sa mère et les enfants, toujours avec des légendes du genre « la meilleure mamie du monde » et gratitude d'avoir quelqu'un qui s'occupe vraiment de mes enfants. Chaque publication était un coup de poignard. Mais je ne ripostais pas, je ne commentais pas, je ne faisais pas de scène, parce que je savais que toute réaction de ma part serait utilisée contre moi, jusqu'à ce que vienne ce jour. Le jour où elle est apparue à ma porte avec les enfants et ses amis sonnant frénétiquement à la porte, criant ces mots horribles « Vieille folle, ouvre cette porte !» Je venais juste découvrir quelque chose qui allait tout changer. J'étais allé chez le médecin ce matin-là, non pas parce que je croyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, mais parce que j'avais besoin de preuves. J'avais besoin d'un rapport médical qui prouve que j'étais parfaitement saine, lucide, capable. Et j'ai réussi. Le médecin Dr Augustin, un professionnel qui me suivait depuis des années, a fait une évaluation complète. Test cognitif, examen physique, évaluation neurologique. Hélène, vous êtes en parfaite condition mentale et physique, m'a-t-il dit en souriant. Votre mémoire est excellente pour votre âge. Vos réflexes sont bons, il n'y a aucun signe de démence ou de toute autre condition qui compromettrait votre capacité. Vous pouvez être tranquille. Je lui ai demandé de tout mettre par écrit, sur papier à en-tête, avec son tampon et sa signature. Il a compris sans que j'aie besoin d'expliquer beaucoup. Vous avez des problèmes avec votre famille ? A-t-il demandé gentiment. On remet en question vos capacités. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation de quelqu'un qui avait déjà vu ça auparavant. J'ai seulement acquiescé et il m'a remis le document. Je suis rentré chez moi avec ce papier dans mon sac, sentant une force que je n'avais pas ressentie depuis des mois. J'avais des preuves, j'avais de quoi me défendre. Mais ensuite Christine est apparue. Et elle n'était pas seule. Elle avait amené 2 amis et mes petits-enfants. Elle voulait que je perde mon sang-froid, que j'ouvre cette porte décontrôlée en criant pour que les témoins voient et confirment l'histoire qu'elle racontait, que j'étais déséquilibré, instable. J'ai tout compris en une seconde. C'est pour ça que je me suis enfermé. C'est pour ça que je suis resté de l'autre côté de la porte silencieuse pendant qu'elle criait et sonnait à la porte. Vous voyez les enfants ? Mamie Hélène ne veut pas ouvrir. Bon, elle est malade, elle a des problèmes dans la tête. C'est pour ça que nous ne pourrons plus la visiter. J'ai entendu Sophie commencer à pleurer. Je veux mamie, mamie, ouvre. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Mais je savais que si j'ouvrais cette porte à ce moment-là, dans l'état émotionnel où j'étais, ce serait ma fin. J'ai respiré profondément. J'ai pris mon téléphone portable. Et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai tout enregistré. Chaque mot que Christine a dit, chaque cri, chaque humiliation. La technologie était de mon côté. Après plus de 15 minutes de cris, Christine est finalement partie, emmenant les enfants et ses amis, probablement satisfaite d'avoir prouvé que j'étais vraiment folle. Mais elle ne savait pas que j'avais tout enregistré. Et elle ne savait pas pour le rapport médical qui était dans mon sac. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté à regarder le plafond, pensant à tout ce que j'avais traversé, à toutes les humiliations, à tout l'amour que j'avais donné et qui avait été piétiné. J'ai pensé à abandonner. J'ai pensé à simplement accepter que j'avais perdu mon fils et mes petits-enfants à cause de cette femme. Mais ensuite, je me suis souvenu de mon mari. Antoine disait toujours que j'étais la femme la plus forte qu'il connaissait. Hélène, tu as un cœur de lionne. Je ne t'ai jamais vu abandonner quoi que ce soit d'important. Mais c'était important. Ce n'était pas seulement à propos de moi. C'était à propos de vérité. C'était à propos de justice. C'était à propos de ne pas laisser des personnes manipulatrices détruire des familles avec des mensonges. Le lendemain matin, j'ai appelé Raphaël. Mon fils, je dois te parler. En personne. C'est important. Il a hésité mais a fini par accepter de venir déjeuner dimanche. Quand il est arrivé, il était seul.
Christine était restée à la maison avec les enfants, évidemment. J'ai préparé le plat qu'il aimait le plus depuis son enfance. Lasagne au poulet avec sauce blanche. J'ai mis une belle table, allumé des bougies. J'ai tout fait comme je le faisais quand il était petit. Maman, qu'est-ce que c'est que toute cette exagération? A-t-il dit en entrant. Mais j'ai vu une lueur de nostalgie dans ses yeux. Nous avons mangé en silence au début. J'attendais le bon moment. Et puis quand nous avons terminé, quand il était détendu, satisfait, j'ai commencé. Raphaël, j'ai besoin que tu m'écoutes. Vraiment. Je ne veux pas que tu m'interrompes ou que tu me juges avant que j'ai fini. Tu peux faire ça pour moi? Il a paru surpris, mais a accepté. Alors j'ai tout raconté. Chaque humiliation, chaque mensonge, chaque stratégie de Christine pour m'éloigner. J'ai parlé de l'histoire du gâteau, du tapis, des accusations fausses. Et quand j'ai fini de parler, j'ai posé le téléphone portable sur la table et lui ai montré l'enregistrement du jour précédent. Il a tout écouté. La voix de Christine criant vieille folle, les enfants qui pleuraient. Tout. J'ai vu son visage changer de couleur. J'ai vu l'incrédulité. J'ai vu la colère grandir. Je suis allé chez le médecin. Et je continuais, en posant le rapport médical sur la table. Parce que ta femme répand que j'ai des problèmes mentaux, que je suis sénile, que je suis un danger pour les enfants. Voici la preuve que ce n'est pas le cas. Je suis parfaitement saine, lucide et capable. Raphaël a pris le document, l'a lu, relu. Ses mains tremblaient. Maman, je ne savais pas. Tu ne savais pas parce que tu n'as pas voulu voir mon fils. Parce que c'était plus facile de la croire que d'affronter la réalité que tu as épousé une femme manipulatrice et cruelle. Les mots sont sortis durs, mais ils étaient vrais. Il a baissé la tête. J'ai vu des larmes couler sur le visage de mon fils. Elle m'a convaincu de tant de choses. Sa voix est sortie étranglée. Elle m'a fait croire que tu étais jalouse d'elle, que tu n'acceptais pas notre mariage, que tu créais des problèmes par manque. Parce que je voulais la paix à la maison. Je voulais que tout fonctionne. Et pour obtenir cette paix, tu as sacrifié ta mère. Ai-je répondu, ma propre voix se brisant. Tu m'as sacrifié. Nous sommes restés en silence pendant de longues minutes. Je pouvais sentir le poids de la vérité s'installer entre nous. Douloureux mais nécessaire. Qu'est-ce que je fais maintenant? A-t-il demandé. Ressemblant à un garçon perdu, tu affrontes ta femme. Tu poses des limites. Tu protèges tes enfants de grandir en voyant leur grand-mère se faire humilier et en apprenant que c'est normal. Et tu reconstruis la relation avec moi, si tu veux encore avoir une mère. Il s'est levé, est venu vers moi et m'a serré dans ses bras. C'était une étreinte serrée, désespérée, pleine de culpabilité et de regret. Excuse-moi maman, excuse-moi pour tout. J'ai aussi pleuré, j'ai laissé sortir toute cette douleur accumulée. Mais je savais que ce n'était que le début. La vraie confrontation était encore à venir. Et elle est venue 2 semaines plus tard. Raphaël avait parlé avec Christine, montré les preuves, exigé des explications. Elle a tout nié, pleuré, s'est fait passer pour une victime, a dit que je le manipulais. Mais il ne l'a plus cru. Il a exigé qu'elle me présente des excuses personnellement. Et elle a accepté, probablement parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu le contrôle du récit. Mais je savais qu'elle ne viendrait pas en paix. Quand Christine a sonné à ma porte cet après-midi de samedi, j'étais prête. J'avais invité Marianne et 2 autres amis à être avec moi. Je ne voulais pas de témoins seulement pour elle. J'en voulais aussi pour moi. J'ai ouvert la porte et je l'ai vue là, avec son sourire faux, ses vêtements impeccables, son masque de perfection. Hélène, on peut parler? Je l'ai laissée entrer. Les amis étaient dans la salle à manger, visible mais discrète. Je suis venu présenter mes excuses. A-t-elle commencé? La voix mielleuse. Je pense qu'il y a eu quelques malentendus entre nous. Je sais que j'ai pu être un peu dur parfois, mais c'était juste parce que je m'inquiète pour les enfants. Un peu dur. Des malentendus. Elle minimisait tout. Christine, je vais être direct avec toi. Ai-je dit, gardant une voix ferme. Tu n'as pas été un peu dur. Tu as été cruelle, calculatrice et manipulatrice. Tu as essayé de m'éloigner de mes petits-enfants, de détruire ma relation avec mon fils et de me faire passer pour folle pour justifier ta cruauté. Elle a écarquillé les yeux. Surprise, elle s'attendait probablement à ce que je me confonde en gratitude pour les fausses excuses. J'ai des preuves de tout ce que tu as fait. J'ai des enregistrements, j'ai des rapports médicaux, j'ai des témoins. Et le plus important, j'ai récupéré mon fils. Tu sais qui tu es vraiment. J'ai vu son visage pâlir. Le masque a commencé à se fissurer. Tu ne peux rien prouver.